Voilà. Bon, alors merci beaucoup. J'ai une grande chance et une grande malchance d'intervenir maintenant. Une grande chance parce que ça m'a permis de voir ce magnifique film tout à l'heure, et une grande malchance parce que ça a provoqué tellement d'émotions, ce film, y compris chez moi, que c'est pas forcément aisé de m'exprimer ensuite. Et puis en plus, parce que j'ai trouvé cette réussite entre ce mixage, si je puis dire, ce métissage plutôt, entre ce film de 1925 et des artistes d'aujourd'hui, comme une telle réussite artistique que ce que je vais vous raconter maintenant va être, en quelque sorte, probablement bien pauvre. Alors j'espère que vous n'allez pas regarder votre montre d'ici 5 minutes en disant « vivement midi », mais je vais m'y essayer. Alors donc je suis censé vous parler de l'enfonçage, l'enfant-passage, normes et transgressions, enfin, leur donner un éclairage, des éclairages culturels. Alors, j'avais pas prévu ça, mais suite au film, j'ai envie de faire quelques petits liens avec le film qu'on vient de voir. Alors, je vais peut-être dire des âneries, je suis pas un spécialiste du cinéma, j'ai toujours trouvé que les gens qui parlaient des films radotaient beaucoup, donc je suis un peu gonflé de m'y essayer. Mais je trouve extrêmement intéressant ce film parce que justement quand on parle de culture en général, quand on parle du passage d'une culture à l'autre ou d'un monde à l'autre, on pense en général aux migrants qui viennent d'ailleurs, et là en fait ce film nous permet de voir, de visualiser que notre propre société, en l'occurrence la société du Val d'Alivier, a passablement migré depuis 90 ans, mais en même temps que dans cette migration de ce monde, de ces changements culturels, il y a un certain nombre de similitudes qui nous permettent de nous émouvoir aujourd'hui en regardant le film. Alors c'est vrai que, en tant que pédopsychiatre, on peut se dire, ben, ils sont un peu bizarres, ces parents, ces adultes qui racontent des bobards aux enfants, qui racontent ta maman est partie en voyage, qui font partir le gamin pour qu'il découvre le nouveau couple ou sa nouvelle famille au retour de Vissois, qui aussi disent surtout j'ai pas envie de pleurer, moi j'ai envie qu'on soit gay. Et puis on se dit peut-être on a fait quand même vachement de progrès depuis 90 ans. Et en même temps, j'ai envie de dire, faisons attention de ne pas le regarder sous cet angle, parce que très probablement, ce qu'on voit, ce qui se passe dans cette famille, a une immense pertinence. Alors, le début des âneries que je vais raconter, c'est le fait que probablement, enfin c'est une hypothèse quand même que je fais de ce film qui s'appelle Visage d'enfant, qui est un film qui est lui-même issu de métissage, j'ai appris que le réalisateur était belge, les acteurs français, que ça se passe dans le Val d'Alivier, qu'on voit, comme j'ai dit, ce magnifique métissage avec cette musique d'aujourd'hui et ce film d'hier, avec ces paroles en anglais, avec les quelques mots sur l'écran qui sont en français. On a donc ce film qui est ce fruit de métissage, mais en même temps, on peut se demander si l'émergence de cette question visage d'enfant, un titre qui n'est pas le titre d'une intrigue, mais effectivement on se penche de façon merveilleuse sur ces visages, c'est pas l'émergence ici d'une autre façon de regarder l'enfant, de regarder ses émotions, d'y être sensible, et qu'en fait ce film est à quelque part aussi le témoignage d'un passage du monde, en tout cas du monde du Val d'Alivier, ou de nos mondes, avec les réalisateurs belges et acteurs français, d'un monde à l'autre. Donc on est en fait en permanence en passage d'un monde à l'autre, et en permanence on a des définitions différentes, entre autres de l'enfant et de ce que ça peut vouloir dire être sage. Et ça vaut la peine de se dire que je ne vais pas seulement parler peut-être là des enfants d'ailleurs, mais aussi à quelque part de nous-mêmes, d'une façon ou d'une autre. Alors si on reprend ce titre, enfant-sage, enfant-passage, j'étais intrigué par le mot sage. Et le mot sage en français,
qui est malgré tout un mot assez particulier, parce qu'en ayant un petit peu été visiter quelques langues, je collabore passablement avec des interprètes, en leur demandant, en fait, je leur ai demandé un petit peu comment on traduirait un non-fonçage dans telle ou telle langue. Eh bien, pratiquement tous m'ont dit, mais c'est difficilement traduisible. Et effectivement, je dirais que, a priori, il y a peut-être des exceptions, mais la langue française est la seule qui utilise le même mot sage pour dire un non-fonçage, ou pour dire sage dans le sens où les organisateurs de colloques l'ont utilisé, de sage, de sagesse, un sage. Et cette polysémie, elle est intéressante parce que finalement, plutôt que de nous interroger sur l'altérité d'autrui, on pourrait s'interroger sur notre propre altérité. Qu'est-ce qui a fait que dans notre propre langue, on utilise le même mot pour toutes ces acceptions, ce qui fait qu'il y a une certaine ambiguïté quand on utilise le mot enfonçage. C'est vrai que l'enfonçage en plus, et là je reviens un petit peu en arrière, et je fais référence à Frédéric Lerèche et ce qu'elle a dit tout à l'heure, parce que je voulais aussi parler de Philippe Ariès, en disant qu'effectivement il y avait en Occident des conceptions extrêmement différentes de l'enfant au cours du dernier millénaire, et que pendant très très longtemps au Moyen-Âge, dès que l'enfant avait quelques années, eh bien, en tout cas c'est la thèse d'Ariès, il rejoignait en quelque sorte le monde des adultes, il avait des activités, il travaillait d'une certaine façon, et dans ce sens-là, eh bien, on n'était pas forcément enfant, entre guillemets, très longtemps. On est donc dans cette société mouvante et on va devoir se poser la question, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui quand je suis avec un migrant? Alors, je disais sage, on ne peut pas tellement traduire ce mot dans d'autres langues, néanmoins, on trouve plusieurs catégories de traduction qu'on pourrait trouver. Alors, la première catégorie de traduction, elle fait, on pourrait dire, elle fait référence à un espèce de jugement moral, mais qui ne dit pas forcément grand-chose sur ce qu'on entend par un enfonçage. Si on dit un enfonçage en anglais, on dit a good child. Alors, qu'est-ce que ça veut dire a good child? Qu'est-ce que ça veut dire good? Eh bien, on peut bien imaginer que c'est ce que le locuteur pense par good, ce que, en fait, la société du moment considère par good, mais ça ne nous dit finalement rien de très précis sur ce que ça peut bien être. On peut trouver des analogies de ce type de définition dans d'autres langues, si on prend, mais j'arrive pas à traduire littéralement, mais quand en italien on a tendance à utiliser le mot bravo pour dire un enfonçage, qui en quelque sorte veut dire qu'il se comporte bien, mais là de nouveau, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? On a des autres catégories de définition, enfin de définition de traduction qu'on pourrait avoir, qui font peut-être plus référence à ce que on entend des fois chez nous, en traduisant par un enfant tranquille, un enfant calme, etc. Ce qui nous dit un peu davantage sur ce qu'on entend par l'enfonçage, tranquille et calme, mais en même temps, on voit bien que tout le monde ne traduirait pas enfonçage de cette manière-là dans sa conception de la sagesse, ce qui rend les choses évidemment compliquées. Il y a une autre catégorie de définition qu'on trouve par exemple en espagnol, et en espagnol, eh bien, on dira souvent malcriado, ou pour dire un enfant pas sage, en tout cas c'est comme ça qu'on le disait au Nicaragua où j'ai vécu pendant 3 ans, on disait en passant beaucoup moins souvent un niño bien criado, on est plus souvent mal élevé que bien élevé. Et là, c'est finalement intéressant parce que ça fait référence à la relation entre parents et enfants, et finalement, l'enfonçage renvoie à ce que les parents, ou à l'éducation donnée par les enfants, et cela permet d'introduire cette dimension transgénérationnelle
de la sagesse qui, on verra, est omniprésente. Finalement, on trouve aussi quelqu'un qui vient du Niger, qui est un collègue médecin, à qui j'ai demandé comment on traduirait enfonçage dans sa langue. Eh bien, il m'a tout bonnement dit c'est absolument intraduisible. Je trouverai absolument aucun mot pour pouvoir dire un enfonçage. Puis je lui dis mais bon, réfléchis un peu, etc. Alors il me dit bon, on pourrait éventuellement dire un enfant, ça pourrait vouloir dire un enfant qui a du savoir. En passant, ça fait un peu référence à l'étymologie de sage qui vient de saper en latin, et où on a effectivement cette idée de savoir, et qui est évidemment tout autre chose de savoir que d'être tranquille, par exemple. Et puis finalement, en creusant un peu, je lui dis mais par exemple, un vieux qui est sage, ou une vieille dame qui est sage, comment vous dites dans votre langue? Et sa réponse était qui sait se résigner devant la mort. C'est assez intéressant cette référence à la mort, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi parce qu'elle fait à quelque part écho avec ce film qui se joue autour de la question du deuil. Alors, je vous proposerai, je fais un petit peu un patchwork comme ça, si vous me permettez, en ajoutant à ce que je viens de dire juste une ou deux petites choses, c'est-à-dire que, en plus, dans l'idée enfonçage, on peut revenir sur l'histoire d'Ariès en disant on n'est pas enfant au même âge un peu partout. C'est vrai que probablement ça ne veut pas dire la même chose un enfonçage à l'âge de 5 ans, ça ne veut pas dire la même chose un enfonçage à l'âge de 12 ans, ou une jeune fille à l'âge de 16 ans, hein, une sage jeune fille, hein, en tout cas à l'époque ça voulait dire une jeune fille qui savait contrôler ses pulsions, avec cette idée de maîtrise de soi qui a derrière certaines formes de sagesse. C'est aussi la question de... enfin, oui, je vais peut-être revenir là-dessus après. La question de, dans une société, on parle certes d'enfonçage, mais qui est porteur de sagesse? Ça vaut la peine de se poser la question, est-ce que dans cette société, les porteurs de sagesse, ce sont les adultes de manière générale, ce sont les vieux, ce sont les enseignants, ce sont les parents? Chaque société réfère à des porteurs de sagesse différents, et quand on s'intéresse à l'autre, ça vaut la peine de se préoccuper de cette question-là. Alors moi, qui ai travaillé effectivement avec des gens de pas mal de cultures et de sociétés, j'aurais envie de dire, il y a autant de définitions de la sagesse qu'il y a de personnes, et pas seulement qu'il y a de culture, même s'il y a un certain nombre de similitudes qu'on peut rencontrer et sur lesquelles je vais m'étendre, mais de parler, même si c'est le thème, enfin le titre de mon intervention, de culture ou d'éclairage culturel, c'est extrêmement risqué, parce qu'on risque de mettre tous les gens d'une même société dans une boîte, en disant, bah, vu qu'il vient du Kosovo, il a cette conception de l'enfonçage, vu qu'il vient du Val-d'Anivier, il a cette conception de l'enfonçage. Or c'est pas le cas, et c'est d'autant moins le cas qu'il y a d'énormes métissages dans notre propre société, d'énormes métissages dans le temps. On a grandi d'une société qui n'est pas celle que dans laquelle on devient parent, éducateur, pédopsychiatre, etc. Et puis il y a des métissages, on vient d'Italie ou de Somalie, on élève ses enfants en Suisse, et donc évidemment par rapport à ça, il y a ces métissages font qu'il y a à chaque fois une espèce de création personnelle de ce que peut bien être un enfonçage. Donc je ne vais pas donner toute une série de curiosités exotiques sur les normes et les transgressions. J'essayerai plutôt d'esquisser un certain nombre de lignes générales sur où est-ce qu'on peut situer la sagesse dans tel ou tel contexte.
Alors je vous proposerais, mais là je vais faire quelque chose qui est absolument impoli quand on se trouve devant une telle salle. Alors j'ai un petit problème en plus, hein, c'est que avec mes lunettes et le fait que ça brille, je vous vois pas vraiment. Que j'apprécie énormément le dialogue et la rencontre. Ah, merci beaucoup. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir un public et qu'on puisse dialoguer aussi, en tout cas par les yeux, ce qui permettra peut-être d'arriver plus facilement à cerner cet enfonçage au travers des sociétés. Alors, ce que je vais faire et qui n'est pas usuel comme ça sur scène, surtout pour quelqu'un qui est un orateur, c'est que je vais enlever mon pull parce que j'ai trop chaud. Voilà, on est reparti. Alors, je vous suggérerais une définition de l'enfonçage qui serait transgénérationnelle. Et en disant, ce qui est important, parce que ça aussi je l'ai découvert en travaillant avec des personnes d'autres cultures, c'est qu'il y a certes des différences, mais malgré tout, il y a quand même un certain socle de similitude entre toute personne habitant ce monde et finalement aussi en toutes les cultures, entre guillemets, de ce monde. Et donc, une de ces similitudes, qui en implique d'autres, c'est le fait que la sagesse, ou ce qu'est l'enfonçage, disons plutôt, c'est ce qu'on pense qui est important, c'est le comportement dont on estime qu'il est important qu'ait cet enfant pour devenir un adulte qui pourra construire la société qu'on aimerait qu'il construise. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, sage, ça renvoie au minimum à 3 générations. En fait, ça implique comment on aimerait que l'enfant de nos enfants soit. Ça implique donc quelque chose qui nous projette dans un avenir très grand. Si on imagine que ce film a 90 ans, qui traite de cette question de la sagesse, en fait, de ce que pourrait être un enfonçage, on pourrait se dire à quelque part que dans le regard de ses parents, la question c'est un peu qu'est-ce que vont devenir les enfants et les petits-enfants de ces enfants, quelle société du Val-d'Anivier devront-ils construire. Alors, ça implique d'autres similitudes qui existent entre toutes les sociétés, qui sont plus simples, mais c'est qu'évidemment, toutes les sociétés ont une certaine conception de l'enfant, donnent du sens à ce que c'est être enfant. Ça implique aussi le fait que dans toutes les sociétés, il y a une certaine lecture des émotions. On voit dans ce film de façon absolument merveilleuse toutes les émotions présentées par ces enfants, mais ces parents ont une lecture de ces émotions qui probablement n'est pas la nôtre. Néanmoins, il existe une lecture de ces émotions, et donc il y a un certain nombre de socles communs qui existent entre toutes les définitions qui pourraient exister de l'enfonçage. Alors maintenant, je vous disais que j'estime qu'on pourrait catégoriser un certain nombre de ces définitions. Je vais le faire, mais des fois, mes pensées voyagent, et puis tout à coup, il me venait une petite anecdote comme ça pour détendre un peu l'atmosphère, là. Malgré mon grand âge, j'ai une fille qui a 5 ans, enfin j'en ai même encore une plus petite qui a 2 ans, mais bon, peu importe. Et ma fille qui a 5 ans, elle a, au jour de la rentrée scolaire, donc elle est en 2e, c'est plus la 2e enfantine, mais la 2e Armos, elle revient de l'école, et puis elle dit, donc c'est dans un endroit, malgré toutes mes velléités anti-bourgeoises, je me trouve dans un coin bourgeois, où il y a finalement peu d'enfants migrants dans la précarité. Et puis elle revient le premier jour de l'école, et puis elle dit, ah, il y a X, enfin un prénom italien, mais je ne veux pas lui le donner comme ça maintenant, qui n'est plus là parce que sa famille a déménagé.
Mais la maîtresse nous a dit qu'il ne fallait pas qu'on soit triste, parce que il était quand même sacrément désobéissant, et puis il dérangeait beaucoup dans la classe, et donc on a dit qu'on pourrait travailler beaucoup mieux à partir de maintenant. Alors, je sais absolument pas si c'est ma fille qui a inventé ou si c'est l'enseignante qui a dit, mais quoi qu'il en soit, on peut avoir parfois quand même cette malheureuse tendance à mettre passage plus facilement sur la personne en situation de plus grande précarité que sur celui qui est des nôtres. Alors je vous proposerais de faire gaffe par rapport à ça. Et puis c'est ça, c'est aussi pour dire que des fois, on a beau vivre en 2015, on n'est pas beaucoup plus subtil qu'en 1925 sur parfois les mots qu'on peut dire aux enfants, d'ailleurs sans forcément vouloir faire du mal. Évidemment, on est toujours pétri de bonnes intentions. Alors, à partir de là, je dirais qu'il y aurait, je vais vous proposer 3, 4 catégories de définition de ce que pourrait être l'enfonçage, et donc les normes et les transgressions qui peuvent lui être associées. Alors, la première catégorie, c'est celle que je dirais qui vient de ce que j'appellerais les sociétés de la survie, ou on pourrait dire les mondes de la survie. C'est à la fois ces sociétés qui n'ont pas leur survie garantie. On pourrait évidemment prendre des exemples comme la société syrienne aujourd'hui, mais il n'y a peut-être pas besoin d'aller si loin. Il y a beaucoup de sociétés du monde aujourd'hui qui peuvent craindre sur leur possibilité de perdurer à travers le temps, et j'aurais envie de dire encore plus dans des situations d'exil. En passant, si on revient au film, j'aurais envie de dire qu'on voit là la survie à 2 niveaux. On peut se poser on est peut-être à un moment, comme je disais, charnière, mais dans lequel la question de la survie dans le Val d'Anniviers était peut-être quelque chose qui était encore de mise, même si ce n'était pas en soi le cas peut-être de la famille du président de la commune, mais ce président de la commune avait un rôle par rapport à faire perdurer l'identité collective de la commune de Saint-Luc au fil du temps, et donc la survie est peut-être présente là-dedans. On voit aussi que la famille se trouve dans ce cas-là, avec le décès de la mère, prise dans un défi à sa propre survie. Et quand on est dans une dynamique de survie, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? C'est essayer à tout prix, de sauver la seule chose qui nous reste entre les mains, on pourrait dire la survie identitaire du groupe. Donc, l'enfant, il va devoir d'une certaine façon être élevé de telle sorte qu'adulte, il puisse transmettre lui-même à ses enfants la même société dont les parents de cet enfant ont hérité. C'est-à-dire essayer à tout prix d'éviter que dans ces petites cervelles naissent trop de créativité, trop de création de sens, pour reprendre une expression utilisée par les organisateurs dans la présentation de ces 2 journées, eh bien, qu'il n'y ait pas trop de création de sens, parce que la création de sens pourrait transformer cette société, mais évidemment, en transformant cette société, eh bien, le risque est immense de perdre la seule chose que l'on a entre ses mains, c'est-à-dire l'identité héritée. Et donc, évidemment, de ce contexte-là, bon, je me permets comme juste de faire encore référence, on voit bien la survie dans le film, hein, où à partir du moment où tu diras que c'est ta mère, on a presque l'impression que la belle-mère est le portrait craché de la mère, on a l'impression que la famille doit redevenir ce qu'elle avait été avant, comme s'il s'agissait d'éviter en fait de vivre un changement trop important qui ferait qu'on se désintégrerait d'une façon ou d'une autre. Et évidemment, dans les sociétés de la survie, eh bien, il va y avoir tendance d'abord à interpréter les émotions de l'enfant comme, finalement, comme on disait
au Nicaragua, bien souvent, l'enfant qui exprimait trop fort sa tristesse, un petit peu comme d'ailleurs dans le film, eh bien, il est très vite mal criado, mal élevé. Il faut à quelque part pas trop exprimer sa souffrance, y compris après une perte ou un deuil, parce que à ce moment-là, en fait, on prend conscience du changement qui nous a bouleversés et on risque de se sentir, je dirais, de se liquéfier dans les larmes. Et donc, ça va impliquer, évidemment, des tendances à vouloir, on pourrait dire, en utilisant un mot qui est fort connu, enfin, corriger, dans le sens ancien du terme, corriger les conduites de l'enfant qu'il ferait qu'il ne puisse pas transmettre à la génération suivante, la société héritée. Et évidemment, à ce moment-là, ça fera que, en situation de transgression, eh bien, dans ces situations de transgression, eh bien, l'enfant risque d'être effectivement soumis à des formes de châtiment corporel ou à, je dirais, des phrases qui peuvent nous paraître extrêmement abruptes. Je dirais qu'on doit un immense respect pour toutes les personnes issues des sociétés de la survie et sur leur manière d'être avec des enfants. On leur doit un immense respect pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il est absolument légitime, je vais prendre une image un petit peu extrême, mais il est absolument légitime si on est dans un bateau qui traverse la Méditerranée avec 300 autres demandeurs d'asile, enfin demandeurs d'asile, ils ne le sont pas encore, 300 autres réfugiés, mais ils ne le sont pas encore non plus, puis ils ne seront probablement jamais reconnus. Et puis en sachant que l'embarcation risque de tomber à un moment donné ou à un autre, il est absolument légitime que si l'enfant se met à bouger, se met à pleurer, se met à crier, eh bien on va très probablement le faire taire assez rapidement pour éviter qu'on tombe tous à l'eau. J'aurais dire, dans des situations de la survie, il est légitime de ne pas attendre de l'enfant la même chose que nous pouvons attendre de nos enfants. Donc pour moi, ça implique un immense respect. Et puis l'autre raison pour laquelle il y a un immense respect, c'est que on peut dire que beaucoup de personnes qui sont migrantes, qui arrivent en Suisse, eh bien, elles sont encore, pendant longtemps, très probablement, très souvent en tout cas, dans une situation de survie. Je connais une famille très bien originaire de Bosnie, qui a passé plus d'une année là dans un centre d'urgence. Heureusement, ils ont pu déménager la semaine passée dans un appartement, dans un centre d'urgence du canton de Vaud, où donc la famille ne reçoit pas d'argent, elle a des bons qui sont à sa disposition pour aller à la boutique de Caritas. Jusqu'à il y a 3-4 mois, il n'y avait pas de crayon de couleur à la boutique de Caritas. Dans une situation où toutes les personnes qui habitent célibataires ou en famille sont dans des situations d'une crainte énorme vis-à-vis du futur, eh bien, dans ces contextes-là, ces enfants vivent dans une famille, dans une collectivité dans laquelle la survie est encore à l'ordre du jour. Donc il nous faut là autour avoir aussi une très grande estime pour la situation dans laquelle ils sont. Et puis bien souvent on se dit, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, mais que une fois qu'ils sont ici en Suisse, eh bien ils auraient tout intérêt à suivre un petit peu les bienfaits de notre société, non, les avancées de notre société, non, bien entendu non, mais qu'ils auraient tendance et qu'ils auraient intérêt, je dirais, à adopter les normes, on pourrait dire parentales, de notre société, et donc traiter leurs enfants comme nous le faisons si bien, entre guillemets. Et dans ces conditions-là, eh bien, ça serait vraiment oublier le fait que eux, ils ont passé en quelques jours d'un monde à l'autre, ça fait peut-être quelques années qu'ils sont ici. Et vous savez bien que nous, pour changer de façon d'être avec des enfants, ça a mis des siècles.
Ça a mis des siècles, ça s'est fait extrêmement progressivement. Et dans ce cadre-là, eh bien, on peut avoir la plus grande compréhension possible pour la lenteur supposée de certains parents à adopter d'autres attitudes parentales. Alors ça, c'est une première catégorie, je dirais, de conception de l'enfonçage, de normes, de transgressions et de ce qu'on peut faire à partir de là. La deuxième catégorie, ce serait ce que j'appelle les sociétés de la maîtrise. Les sociétés de la maîtrise, on pourrait aussi appeler les sociétés du savoir, pour reprendre une définition de la sagesse, ou qui peuvent parfois aussi, mais pas toujours, être des sociétés de la maîtrise de soi, c'est-à-dire de contrôle de ses pulsions, de ses comportements, de son agressivité, etc., etc. Le mot sage veut aussi, si on regarde le dictionnaire, une des définitions, c'est être retenu, mesuré, etc., etc. Mais cette définition de la maîtrise qui a été très présente, je dirais, en Europe occidentale et aussi ailleurs, je dirais très présente jusqu'à il y a une vingtaine d'années, qui est toujours présente d'une certaine façon, mais ce n'est pas le seul modèle actuel, eh bien, une conception de la maîtrise dans laquelle il s'agit d'élever nos enfants dans une certaine direction, en faisant des apprentissages, en acquérant un savoir, etc., etc., pour pouvoir créer demain, pour leur propre société, pour leurs propres enfants, un monde qui soit en quelque sorte en avance sur le nôtre. C'est-à-dire, dans cette idée de maîtrise, il s'agit de toujours faire mieux. On se considère dans un monde de progrès, où la manière de s'occuper des enfants est aujourd'hui meilleure qu'en 1925, et que dans 30 ans, elle devrait être encore meilleure par rapport à aujourd'hui, parce que chaque fois on apprend un tas de choses. D'ailleurs, les neurosciences, vous en avez entendu parler hier. Donc, dans cette idée de maîtrise, eh bien, on élève l'enfant de telle sorte qu'il puisse s'inscrire à l'adolescence dans un monde quand même assez... pas forcément fixe, qui change, mais qui change un petit peu dans une direction qu'on a anticipée. On savait à une certaine époque, quand je suis né, que quand je serais adolescent ou adulte, je devrais pouvoir m'inscrire dans un monde professionnel qui théoriquement ne devrait pas subir de bouleversements au cours de ma vie professionnelle, de la même façon que c'était dans les entreprises à une certaine époque. Et donc, évidemment, le type de normes vont être beaucoup dirigées sur cette question de maîtrise, normes qui sont à la fois celles demandées à l'enfant, maîtrise qui est d'ailleurs en général synonyme de quantification, on va quantifier les performances de l'enfant, etc. Maîtrise qui doit être aussi la maîtrise des parents du savoir éducatif, la maîtrise des éducateurs du savoir éducatif, et on peut imaginer que dans l'histoire des écoles formant les éducateurs de la petite enfance, on a eu des différences assez sensibles au fil du temps, en fonction justement de ce type de société à construire que les adultes d'aujourd'hui imaginaient. Alors, par rapport à je dirais qu'aujourd'hui, on n'est probablement pas plus vraiment dans une société de la maîtrise. Et je dirais qu'on est plutôt aujourd'hui dans ce que j'appellerais une société du déséquilibre. Une société du déséquilibre où on sait très bien que l'enfant qui est à la garderie aujourd'hui, eh bien d'autre part, il a un certain nombre de chances que malgré la profusion des optis, un certain nombre de chances de ne pas trouver un travail quand il aura fini l'école obligatoire. On sait très bien et on va très probablement imaginer l'éducation sous cette forme pour qu'il puisse s'adapter en permanence à un contexte changeant et qu'il puisse changer d'entreprise tous les 2 ans. Je caricature, là je parle du mode professionnel. C'est-à-dire on va favoriser une forme d'adaptabilité de l'enfant, mais d'adaptabilité où il va devoir en même temps s'adapter au changement de sens
collectif qu'il vivra au cours de son existence. Alors, il devra s'adapter peut-être à ces changements de sens collectif, mais il est, à mon sens, pas du tout envisagé comme un créateur de sens ou comme un co-créateur de sens. Il devra plutôt accepter de s'en imbiber en fonction des modifications de nos sociétés. Alors vous allez me dire, c'est évidemment très schématique ce que je raconte là, mais en voyant un petit peu l'évolution de notre temps, j'ai bien l'impression que ça ressemble un peu à cela. Alors on pourrait imaginer une autre façon encore de voir notre société. On pourrait imaginer, à mon avis, de construire une autre forme de société que j'appellerais une société de la création, ou ce que j'appelle moi, c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais création autonome, c'est-à-dire qu'on est autocréateur du monde que l'on construit, et dans le cadre duquel, eh bien, on imaginerait une éducation des enfants pour qu'ils soient, dans l'avenir, autocréateurs des sociétés qui vont suivre. C'est pas, évidemment pas forcément à l'ordre du jour, parce que, évidemment, probablement que ceux qui dominent ce monde sur le plan économique n'ont pas trop intérêt à cela, excusez-moi de dire des choses comme ça. Et je présume néanmoins que ça serait en fait la seule manière de construire une société dans laquelle on pourrait avoir une conception de l'altérité qui soit fondamentalement respectueuse de toutes les altérités. Et donc fondamentalement respectueuse de toutes les altérités, ça signifie aussi respectueuse des gens qui y vivent, qui sont dans une dynamique de survie, qui sont dans une dynamique de maîtrise ou qui sont dans une dynamique de déséquilibre. Ce qui me paraît essentiel, vu qu'on est dans une société multiple, où les parents ont tous une vision différente du monde et de l'enfonçage. Alors, quelles sont les implications pour les éducateurs de ce que je raconte, ou de ceux qui travaillent avec les enfants? Je dirais que la grande complexité, c'est le fait que tout enfant se trouve entre deux mondes. Tout enfant change de monde 2 à 4 fois par jour. Il passe de sa famille à la garderie ou de sa famille à l'école. Il revient de l'école pour aller dans sa famille. Et ce sont deux mondes dans lesquels, j'aurais envie de dire, même si on est d'ici, eh bien, on peut avoir l'impression que le monde de sens de l'école ou de la garderie n'est pas fondamentalement le même que celui de la famille. Mais je dirais que c'est d'autant plus vrai lorsque l'on est migrant, c'est d'autant plus vrai lorsqu'on vient d'une société de la survie, lorsqu'on vit dans des circonstances de précarité importantes, et que dans ce cadre-là, on peut très bien, en tant que parent, être dans une conception de l'enfance en termes de survie, alors qu'on est dans une école ou dans une garderie qui a une conception en termes de maîtrise ou de déséquilibre. Et alors on peut se dire que l'enfant se trouve dans une situation fondamentalement difficile. Parce qu'il doit nager d'un monde à l'autre. Nous, on peut parler pendant 2 jours de ce qu'est un enfonçage. Eh bien, l'enfant, il entend enfonçage à l'école, il entend ce que disent les parents pour enfonçage à la maison, ça ne veut pas dire la même chose. Comment est-ce que je dois être si déjà je ne peux pas traduire les mots que je dois utiliser pour décrire le comportement que je devrais avoir? C'est évidemment une tâche pratiquement surhumaine. Et en plus de ça, la grande difficulté, c'est que dans les deux mondes dans lesquels il y a une espèce de conviction probablement qui naît, en tout cas quand ça se passe mal, comme quoi notre conception de l'enfant, de l'enfonçage, des normes, des transgressions, de qu'est-ce qu'on fait en transgression, sont en quelque sorte les meilleures, celles qu'il s'agit à tout prix de favoriser. Et donc il se trouve pris en deux mondes dans lequel il se dénigre parfois mutuellement et dans lequel il a l'impression que les acteurs de l'école et des garderies voient mal, voient peut-être comme une arriération la manière dont la famille conçoit, entre guillemets, cette sagesse, etc. Et réciproquement, l'école, je veux dire la famille, peut vivre la manière dont les éducateurs, les éducatrices, les pédopsychiatres, les enseignants
voient leur idéal de l'enfant comme une menace pour leur propre identité. Cette menace pour leur propre identité, c'est, rappelons-le, dans une société de la survie, il s'agit que leur enfant puisse être à quelque part reproducteur dans le monde d'origine, d'un monde dont on ne sait pas si on va le récupérer, parce que, reprenons la Syrie, toute notre communauté est éparpillée aux quatre coins du monde, on n'a pas une situation sûre dans notre pays d'accueil, etc., etc. Comment est-ce que dans ce contexte, je vais faire pour que mes enfants puissent reproduire la société d'origine? Eh bien évidemment, je vais avoir tendance à réaffirmer encore davantage que dans mon pays d'origine les règles, les normes héritées, etc., etc. Et donc, on a un enfant qui est pris entre deux mondes, peuplés d'acteurs qui peuvent parfois faire un véritable bras de fer. Et je suis désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais j'utilise toujours cette image en disant que ces enfants se trouvent alors dans un risque, une situation de risque de ce que j'appelle une double marginalisation, c'est-à-dire en quelque sorte leur seule manière de s'en sortir pour mettre parents et éducateurs d'accord, c'est d'être passage d'une façon qui soit acceptée comme passage à la fois par la famille, à la fois pour les éducateurs. Au moins là, ils seront d'accord. Je ferai suffisamment de conneries pour que ça soit considéré comme des conneries chez moi et à l'école, au moins peut-être qu'ils vont s'entendre. Au risque de se rejeter la faute, ça c'est une autre histoire. Et ces risques de double marginalisation, alors vous travaillez plutôt avec des petits-enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, d'après ce que j'ai compris, néanmoins, cette double marginalisation commence ou peut commencer très très vite en fait, la garderie. Alors moi j'ai des expériences géniales avec les garderies dans lesquelles ont été mes filles, dont j'ai une des directrices en face de moi, que je profite de remercier encore pour le travail génial qu'elle a fait. Mais quoi qu'il en soit, il y a un risque, et cette marginalisation, elle conduit à des situations catastrophiques de délinquance, de toxicomanie, y compris de suicide. De suicide, je dis toujours, c'est une façon à la fois de quitter le monde de sa famille et le monde de l'école. Comme ça, on met aussi là tout le monde d'accord. J'ai eu des expériences vécues qui m'ont montré que cette interprétation avait quelque chose de juste. Donc j'ai envie de dire, peut-être à partir de là, ça peut nous donner des pistes sur ce qui est essentiel. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est que un accent particulier soit mis sur la relation entre parents et éducateurs, enseignants, etc. J'aurais envie de dire qu'elle est presque plus importante, à mon sens, que ce qui est directement fait avec l'enfant. Elle est presque plus importante dans le sens où, si on veut que l'enfant puisse développer sa créativité, donner du sens à son monde, si c'est notre idéal, eh bien il faut au moins au préalable qu'il se sente suffisamment en sécurité, à la fois à l'école, à la garderie et dans la famille, pour se donner la liberté d'imaginer et de créer, comme les enfants qui ont parlé là tout à l'heure, ces phrases magnifiques qu'on voyait sur l'écran. Et alors, il s'agirait peut-être de prendre un moment, alors c'est ma ritournelle toujours, quand on n'a pas de langue commune, la seule manière c'est de travailler avec un interprète, mais au-delà de la ritournelle, parce que je dis ça tout le temps, mais ça me paraît une évidence, il faut construire une langue commune pour voir ce que l'on entend, par exemple, par sage, par bien élevé, par etc., etc., et pouvoir co-créer, famille et éducateurs, une définition commune de ce que l'on attend de cet enfant. Parce que malgré les différences, il y a un certain nombre de socles communs. Un des socles communs, c'est que tous les parents, je dirais 99,999% des parents, malgré ce qu'on dit, veulent le bien de leur enfant. Ils entendent autre chose par bien, mais ils veulent le bien de leur enfant. C'est un sacré socle pour commencer à essayer d'avoir
un langage commun autour de ce qu'on souhaite pour cet enfant. Que l'on puisse être attentif, s'interroger, s'intéresser à ce qui a du sens pour cette famille vis-à-vis de l'enfant, en le contextualisant toujours par une situation qui est souvent, au niveau social, bien plus difficile, bien plus précaire que la nôtre, en étant attentif aux mécanismes de survie qui s'y développent. Alors tout ça, ça implique, je vais finir, tout ça, ça implique une chose qui est importante, et j'ai envie de dire, c'est le psy qui cause là maintenant, mais ça implique un travail de deuil. Le travail de deuil, c'est qu'on puisse accepter de perdre, et donc aussi accepter le deuil qui s'ensuit et tenter de l'élaborer, l'idée que l'on ferait mieux qu'en 1925, l'idée que l'on ferait mieux que les parents que l'on rencontre, y compris que le parent qui tabasse son membre. C'est pas une question de mieux ou de moins bien, c'est une question d'autre chose, dans un contexte différent. Et Dieu merci, vous savez à quel point les photos de ces derniers jours nous montrent à quel point, pour les enfants, ces mondes sont différents. Merci.